J'aurais bien aimé que tu reviennes un petit peu, parce que Patrick tout à l'heure a évoqué au travers de cette rencontre avec Uri, qui se passe dans le bureau à la Borde, hein, ce patient-là, et la question du corps. Parce que je trouve qu'aujourd'hui on a une lecture qui est bien sûr tout à fait classique et très découpée sur cette question du corps. Quand Uri tout à l'heure disait un peu, sous la forme d'une boutade, peut-être que la médecine, c'est une branche de la psychiatrie plutôt que l'inverse. Moi, je trouve ça intéressant de penser les choses par cette voie-là. C'est-à-dire de penser quand même que dans la médecine, il y a toujours quelque chose. Oui, je sais bien, mais il y a quand même toujours une part de la relation qui est tout à fait essentielle. Dans tout acte médical, c'est présent. Et qu'on l'appelle psychiatrie ou relation, c'est là et on travaille avec. Enfin, on est censé au moins travailler avec. Et cette question du corps et de l'image du corps. Et tu développes ça à un moment donné dans ton ouvrage. Et c'est très intéressant et très important d'entendre la nécessité de se représenter l'image du corps telle que l'autre nous la présente. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu quelque chose? Parce que je pense en plus pour les publics qui sont là ce soir, et notamment même des gens qui sont dans le travail social, cette question-là, on y est tout le temps confronté dans la rencontre avec l'autre. On parlait tout à l'heure, cet après-midi, au comité de rédaction pour le prochain numéro qui va sortir là, en octobre-novembre sur accueil et précarité, que notre numéro, au fur et à mesure de la réflexion, bien sûr, va parler de la précarité réelle des gens tels qu'ils sont aujourd'hui dans des situations extrêmement dramatiques, mais il va parler aussi de la question de la précarité des liens et du manque de construction et d'élaboration psychique que les uns et les autres rencontrent, en l'occurrence par exemple les enfants qui ont un vécu abandonné, qui passent d'une institution des fois à une autre. Et donc vous savez, aujourd'hui on s'interroge beaucoup sur les pathologies que ces parcours institutionnels, parfois multiples, peuvent créer chez ces enfants quand ils deviennent adultes. Et donc je crois que ça rejoint cette question quand même de l'image du corps. Oui, c'est une question ça qui est très sensible pour les gens qui travaillent avec les enfants. Un pédopsychiatre qui ne s'intéresserait pas au corps, il ferait mieux de changer de métier. Je crois que c'est très intéressant de s'appuyer sur deux grands ordres d'arguments. Il y a d'abord l'argument de la psychothérapie institutionnelle que Tosquelles va chercher chez ton ami Dupréel, un sociologue belge, qui développe un concept très intéressant qui s'appelle les rapports complémentaires, qu'il utilise, Tosquelles, pour expliquer la nécessité de la psychiatrie de secteur. Alors, le psychiatre et son équipe s'occupent d'un patient, le patient l'enfant va à l'école, les rapports entre l'équipe qui s'occupe des soins et les enseignants sont essentiels pour aider l'enfant. Et tout ça a rapport avec les parents, bien entendu. Mais si en plus l'enfant il est sourd et puis qu'il va dans un établissement où on s'occupe de sa surdité pour qu'il apprenne la langue des signes, etc., il faut aussi s'occuper des gens qui s'occupent de la langue des signes pour l'enfant en question. Les rapports complémentaires entre tous ces gens-là sont essentiels pour aider un enfant à se sentir contenu dans une pensée commune qui n'est pas totalisante, mais qui est rassemblante. Il me semble que c'est un concept très important dans lequel alors on peut utiliser un deuxième élément très important qu'on découvre vraiment quand on a de la pédopsie approfondie, c'est que le bébé, quand il vient au monde, il est avec ses organes d'essence qu'il renseigne sur comment je peux recevoir de l'extérieur, c'est-à-dire du monde, des éléments qui vont me permettre de me situer dans ce monde. C'est les organes d'essence qui lui donnent cette connaissance-là, et les organes d'essence commencent avant la naissance. Par exemple, l'audition, j'entends le bruit du cœur de maman, j'entends son transit intestinal, c'est d'ailleurs vachement agréable, j'entends sa voix, etc. Donc je connais depuis 3 mois déjà avant ma naissance la voix de maman, la voix de papa de temps en temps quand il passe par là, je connais le bruit du cœur, je connais les borborigmes, et puis au moment où je nais, il y a une femme qui me parle là, je connais déjà cette voix, donc je me tourne vers la voix avec mes oreilles qui cherchent la médiatrice, et je tombe sur 2 yeux et une bouche de la voix que je connais, et ces 2 yeux et une bouche, je suis programmé pour m'accrocher à ces 2 yeux et cette bouche en triangle. Et donc les interactions se développent sur le fait que j'avais déjà intégré la voix de maman depuis un moment, et qu'elle me préparait à cette interaction qui va avoir lieu, dans laquelle les yeux que je ne voyais pas de maman avant, vous savez, quand on est dans le ventre, on ne voit pas les yeux de maman. Et d'un seul coup, je les découvre parce que je suis programmé pour ça et j'entretiens une interaction qui va se développer et qui va me permettre de me développer.
Vous voyez que ces éléments-là du bébé, je connais des choses du monde, je ne sais pas du tout pourquoi, mais ça prend du sens au fur et à mesure des rencontres que je vais avoir. Et un autre truc, par exemple, que je connais avant la naissance, qui est un élément extrêmement important que Bullinger nous a appris à découvrir pas longtemps avant de mourir. Décidément, les gens, c'est pénible en ce moment. Ils ont l'habitude de mourir, c'est désagréable. Bullinger, juste avant de mourir, nous a écrit un truc formidable sur la pesanteur. La sensation de pesanteur dans le ventre maternel et la sensation de pesanteur dès que je nais. Dans le ventre maternel, j'ai mes canaux semi-labyrinthiques qui me permettent de savoir l'accélération du monde, enfin, la pesanteur, etc. Donc je suis bien au courant. Mais comme c'est maman qui porte mon corps dans un liquide amniotique, c'est pas moi qui porte mon corps. Donc j'ai la sensation de la pesanteur, mais c'est pas moi qui la porte. Et d'un seul coup, je nais, j'ai la sensation de la pesanteur qui continue, mais alors d'un seul coup, la pesanteur, elle s'applique sur moi et plus sur maman. Si bien que quand je suis mis sur le ventre de maman, tout le monde dit « Oh là là, il est écrasé par la pesanteur ». Et donc, vous voyez, ce vécu-là du bébé, il va mettre 1 an à remonter le courant pour avoir un tonus qui lui permette de tenir le coup en se tenant à son parc ou à son berceau. Donc, vous voyez, ces éléments-là sont des éléments, on pourrait dire, de la génétique et du neurodéveloppement, qui sont strictement physiologiques, mais qui vont prendre progressivement une certaine historicité dans l'interaction humaine dans laquelle ils se déroulent. Alors voilà, il me semble qu'on peut appliquer le concept de rapport complémentaire que Tosquès utilisait pour la psychiatrie de secteur au rapport complémentaire entre les différents moyens de connaissance qui nous permettent de connaître ce qu'il en est du corps et de la psyché du bébé se développant, allant devenant bébé, comme dit Françoise Dolto. Et alors ces rapports-là sont des rapports qui ne sont pas des rapports d'intégration inclusive, mais qui sont des rapports de complémentarité. C'est-à-dire que le corps éclairé par les aspects du développement de la génétique et du neurodéveloppement sont des éléments qui sont à prendre en compte pour connaître le corps du bébé. Mais si on s'en tient seulement à ça, comme voudraient nous le faire accroire les généticiens d'aujourd'hui, enfin les deuxièmes couteaux, parce que les premiers couteaux, ceux qui ont inventé l'épigénétique, ont compris depuis longtemps que la génétique tout seul, sans le contexte, ça n'existe pas. Et donc les deuxièmes qui ont inventé le concept d'épigénétique, ils ont compris que la génétique, pour qu'elle se développe, il fallait un contexte. Et le contexte en question, c'est l'environnement dans lequel ça se passe, la grossesse. Si je suis dans un milieu radioactif, la grossesse va bousiller le développement génétique. Mais si je suis dans un milieu qui est favorable, ça ne va pas bousiller le développement génétique de mon bébé. Mais si dans le développement du bébé, dans l'environnement qui n'est pas génétique, il y a par exemple le mec qui a pris l'habitude de donner les coups de pied dans le ventre de sa bonne femme parce qu'il ne veut pas qu'elle ait un enfant, ben, c'est pas génétique, ça, c'est pas radioactif, ça fait partie de l'environnement, figurez-vous. Et ça a des effets sur le développement du bébé. Comment? On ne sait pas encore tout, mais on sait un peu que quand même, dans la théorie de l'attachement que ce bébé va construire, ben, son attachement avec son père va être problématique. Peut-être même que la mère aura elle-même une théorie d'attachement avec le mec qui lui a fait ce bébé qui sera problématique. Hein? Vous connaissez ça? Donc l'idée est la suivante. Si on veut comprendre la question du corps dans les pathologies graves comme l'autisme ou la schizophrénie, il faut s'intéresser au corps au sens strict, c'est-à-dire au corps vu par les physiologistes et les physiopathologistes. Mais si on ne s'intéresse qu'à ça, et qu'on pense qu'on va découvrir la cause de la schizophrénie par la génétique, à mon avis, on fait fausse route. Si on s'intéresse à l'image du corps seulement, en tant que psychanalyste, on va étudier les travaux de notre ami Gisela Pankov, de tout un tas de gens qui ont réfléchi à ces questions-là de façon géniale, Céline Resnick par exemple, François Dolto, tout ça, qui ont beaucoup réfléchi à cette question de l'image du corps. Et si cette image du corps était séparée du corps physiologique, elle n'aurait pas de consistance. Donc, vous voyez bien, l'enjeu aujourd'hui, il me semble, dans les péripéties qu'on traverse, dans lesquelles on essaie de nous faire simplifier le monde en nous demandant de prendre parti, soit pour la génétique et les neurosciences, soit pour la psychopathologie, c'est très important de dire, moi les gars, je ne rentre pas dans ce truc-là. Je m'intéresse à l'ensemble des savoirs disponibles sur cette question du corps,
Et pour ce bébé-là que j'ai devant moi, ou pour cet enfant autiste que j'ai là devant moi, ou pour cette personne schizophrène que j'ai là devant moi, je vais utiliser tout ce qui est disponible comme savoir pour comprendre comment cet autiste a investi, par exemple, le réflexe de Graspin, qui est un réflexe physiologique normal, de façon pathologique, pour en faire ce que Geneviève Hague et Esther Bick appellent une identification adhésive pathologique. Parce que le fait que les gens qui s'occupent de cet autiste-là aient tous des marques sur leurs bras ou sur leur cou de l'agrippement pathologique de cet enfant, c'est quelque chose qui est en rapport avec son image du corps particulière qu'il a construite pour, avec sa psychopathologie, se défendre de phénomènes qui vivent dans son corps. Et on pourrait dire que l'angoisse, c'est le reste de ce qui se passe dans le développement d'un enfant qui ne trouve pas dans son environnement et dans ses propres potentialités des réponses au moment où se produisent ces angoisses archaïques. Et qu'évidemment, il va trouver les moyens du corps en attendant de trouver les moyens du bord. Et cette manière de penser les choses fait que, à chaque fois qu'on se réfère dans une histoire clinique particulière, à tous ces éléments que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que c'est très important de savoir, sur le plan génétique, quand on s'occupe d'un enfant autiste, si vraiment ça a été exploré. Parce que si, par exemple, il a une épilepsie qui était passée inaperçue, je parle de cas cliniques, là, hein, et qu'il fait 50 absences par jour, qui pour l'instant était passé inaperçue dans l'interaction, figurez-vous que ça existe. Ça paraît bizarre qu'un enfant fasse 50 absences, micro-absences, en interaction depuis qu'il est né, et qu'à 6 mois, il se présente comme un enfant qui est déjà presque autiste. Eh bien, si vous n'avez pas exploré le fait que l'identification adhésive pathologique se développe pas seulement chez les autistes, mais aussi chez les épileptiques, eh bien, vous passez à côté du fait que pour cet enfant dont je parle là, un traitement anti-épileptique lui permettra peut-être d'échapper à l'autisme. C'est quand même très important, c'est la moindre des choses qu'on demande aux médecins de faire un diagnostic de toute la médecine. C'est dans ce sens-là que Tosquet et Séouri ont vraiment raison en disant la médecine est une branche de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on est là dans une relation humaine dans la médecine en général, et que dans cette relation humaine, il faut qu'on puisse chercher tous les éléments qui vont nous aider à traiter les symptômes que le patient présente, pas de façon simplificatrice comme l'arc réflexe de Pavlov, mais de façon complexe, comme un petit peu je vous le présente là, c'est-à-dire en essayant de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière les choses qui se présentent. Et derrière les choses qui se présentent, si on fait bien attention à ce qu'on dit, alors le corps est toujours là. Et je crois que c'est le lieu dans lequel les patients les plus graves qu'on accueille vont exprimer leur angoisse. Et évidemment, quand un patient arrive et qu'il est très angoissé, et que vous faites en sorte d'accueillir son corps angoissé, et pas seulement ses paroles sur l'angoisse qu'il éprouve, et qui, dans certains cas, il peut vous exprimer, mais dans beaucoup d'autres cas, il ne peut pas vous exprimer, eh bien, vous passez à côté de l'essentiel. Et donc, dans cet exemple que tu répètes et que tu as repris, quand je suis dans le bureau d'Oury avec un patient schizophrène que j'avais fait hospitaliser à la Borde et que je retrouve donc avec Oury dans son bureau, et que je vois bien qu'il est quand même tellement dissocié, ce patient-là, quand je l'envoie à la Borde, que quand il arrive, quand il est à la Borde, depuis quelques mois, puis que je vais voir Oury pour voir ce patient avec lui, je trouve que la dissociation a déjà beaucoup régressé et qu'il est quand même beaucoup plus détendu. Il m'adresse quelques regards, quelques sourires, etc. Mais au moment où il va quitter Oury, c'est-à-dire au moment où va se jouer pour lui dans son drame personnel, à nouveau la séparation, le niveau de dissociation augmente, et il est en train de regarder avec des yeux très angoissés ses mains qui sont sur le bureau d'Oury, et Oury qui évidemment est un observateur génial, voit très bien qu'il est en train de vérifier que quand il retire ses mains viennent avec lui. Et donc, il accompagne ce geste de ce corps dissocié du schizophrène d'une parole enveloppante qui va lui permettre de se séparer. Ne vous inquiétez pas, je ne garde pas les mains avec moi, elles vont partir avec vous. Et donc, à ce moment-là, la personne schizophrène a été prise en compte, vous voyez, au niveau de son corps qui est en train de dire des choses, mais aussi au niveau de son transfert libidinal sur Oury, puisque Oury comprend que chez lui, c'est quelque chose de tout à fait significatif et qui va le rassurer sur cette question-là de la dissociation qui se traduit dans son image. Voilà, je pourrais
raconté beaucoup d'exemples comme ça, mais c'est pour vous faire passer l'idée que c'est la complexité qui domine pour toutes ces questions-là. Et la complexité, contrairement à ce que les gens rappellent tout le temps, moi je suis pour la complexité, mais aussitôt après ils font de la simplification abusive, la complexité, ça nécessite de notre part de beaucoup travailler, parce que c'est bien plus difficile de continuer à s'intéresser à la génétique, au neurodéveloppement et à la psychopathologie transférentielle que de s'intéresser à un seul de ces aspects. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a souvent l'air fatigué. C'est parce qu'on travaille beaucoup.